De retour pour cette deuxième heure très spéciale. Autour de la table, Stéphane Berthommet, analyste en affaires policières, de terrorisme et de sécurité intérieure. Et surtout, ce matin, je dirais, auteur d'un livre qui paraît aujourd'hui même, La fabrique du djihad, radicalisation et terrorisme au Canada. Bonjour tout de suite, Stéphane Berthommet. Bonjour. Et aussi beaucoup d'autres spécialistes, gens de réflexion très profonde. Nous avons un imam autour de la table parce que c'est cette idée, profiter de la publication de ce livre de Stéphane Berthommet pour plonger avec un petit peu de recul, parce que les événements très chauds, ils datent maintenant de près d'un an. Je parle bien sûr de ces attaques survenues à Ottawa, à Saint-Jean-sur-Richelieu l'an dernier. Je parle aussi de ces départs inquiétants, ou de ces tentatives de départ d'étudiants du cégep Maisonneuve. Donc, tout ça, oui, est arrivé dans la dernière année. Il faut encore beaucoup réfléchir à ces questions-là. Le Québec a mis sur pied un centre de prévention de la radicalisation en juin dernier, a annoncé un plan de lutte contre la radicalisation, et donc on a décidé ce matin de faire le point sur tout ça. Mais je veux souligner qu'on avait invité à cette table la direction du Centre de prévention de la radicalisation mis sur pied par le Québec. On avait aussi invité la direction du cégep de Maisonneuve. Et malheureusement, dans les deux cas, on a décliné. Le centre de prévention dit qu'il n'est pas encore tout à fait prêt, qu'il veut. Ils ont refusé dernièrement beaucoup d'entrevues pour mettre la dernière touche à certains préparatifs. Je pense qu'il va y avoir une opération média un peu plus concertée sous peu, mais c'est sûr qu'on aurait aimé avoir leur présence ce matin. Alors, j'ai dit bonjour à Stéphane. Je vais aussi saluer tout de suite Noémie Larouche, rédactrice en chef du magazine Curium. Bonjour. Bonjour. C'est très particulier. Vous êtes la rédactrice en chef d'un magazine pour les ados, mais si on vous a autour de la table, c'est que vous avez une préoccupation que vous avez décidé de vivre à travers votre magazine. Oui, en effet. On trouvait ça extrêmement préoccupant de voir à quel point le sujet était abondamment traité dans les médias. Partout, il était question des attentats de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Ottawa, Charlie Hebdo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la principale source d'information des jeunes, ce sont les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, je pense que j'apprends rien à personne ici. L'information fiable, elle cohabite de très très près avec des textes d'opinion, des blogs et toutes sortes de publications qui, elles, sont plus ou moins fiables. Oui, puis il faut un bon entraînement pour faire la distinction entre les deux. Et les jeunes nous le disent. On a vraiment du mal à faire le tri dans cette surcharge d'informations. Et là, notre constat, c'était que les textes, les sources fiables, elles étaient toutes destinées aux adultes. Donc, des textes plus laborieux, un petit peu plus rébarbatifs aussi pour les adolescents. Et pourtant, les principaux intéressés, ceux à qui on devrait en parler en premier, ce sont les adolescents et les jeunes adultes. Alors, on reviendra tout à l'heure sur le contenu de ce numéro spécial, ce dossier spécial, mais très, très, très bien fait. Autour de cette table aussi, Cécile Rousseau, qui est pédopsychiatre et directrice du service de recherche et d'intervention transculturelle à l'Université McGill. Bonjour, Madame Rousseau. Bonjour. Qui s'intéresse beaucoup, donc, à ces questions de prévention. Oui, je pense que c'est central pour les milieux de santé, mais aussi les milieux d'éducation, les milieux communautaires. En fait, c'est interpeller les différents acteurs de notre société pour voir comment est-ce qu'on comprend cette question de façon systémique. Ouais. Et surtout, comment, dans nos actions de prévention, on évite de faire plus de dommages. Enfin, c'est un peu ce qui s'est passé après la guerre au terrorisme. Ouais. Donc, vous voyez quelque chose de très important, de délicat, mais aussi qui demande un principe de précaution. On doit penser, on ne sait pas tout. Et alors, comment est-ce qu'on pense ensemble? C'est intéressant, votre table ronde à ce niveau-là, pour essayer de penser des solutions, de les réfléchir. Et le ensemble inclut, je pense que là-dessus, beaucoup de gens sont de plus en plus d'accord, inclut aussi les représentants des milieux religieux. Et c'est pour ça qu'on a autour de la table Omar Koné, qui est imam soufi. Bonjour, Monsieur Koné. Bonjour, Madame Perrin. Alors, comment nous présenter, présentez-nous en quelques mots votre vision, en fait, ce qui seraient les caractéristiques de ces courants en tant qu'imam soufi, je dirais les caractéristiques de cette vision de l'islam. La vision soufie est un peu plus spirituelle, c'est-à-dire elle met l'emphase sur l'univers intérieur, surtout parce que la religion est toujours descendue avec un côté exogène, les lois, les pratiques et autres, mais également le côté de l'accomplissement, de la contemplation et de l'élévation intérieure.
Et donc le soufisme en islam et la science qui explore un peu cet univers-là, donc qui va dans les strates plus profondes de la foi. D'accord. Bon. Et aussi, il vient de nous rejoindre à cette table, Haroun Bouazi, bonjour. Bonjour. Co-président de Amal Québec, Association des musulmans et arabes pour la laïcité au Québec. Alors, juste au moment où vous arriviez, je soulignais que on a parlé du fait que l'idée de la prévention doit être globale, doit être inclusive. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait bien sûr les courants religieux qui soient présents. Mais votre vision à vous, c'est de cultiver l'importance de la laïcité. Où est-ce que vous la placez, la laïcité? Alors, nous, on pense que la laïcité est un outil formidable pour inclure, justement, pour que tous les Québécois ici au Québec se sentent faire partie de la nation québécoise. Alors, évidemment, la question, c'est quelle laïcité permet cette inclusion? Je pense que la plupart des gens ici savent que nous, on a combattu le projet de charte du Parti québécois Force et âmes. On était vraiment contre parce qu'on pensait, à juste titre, on pense que ça allait justement contre la neutralité de l'État, qu'il y avait des gens qui allaient se sentir délaissés par leur propre société, qui allaient d'ailleurs, dans un autre contexte, participer à nos yeux à la radicalisation des jeunes. Donc, pour vous, la laïcité, c'est une laïcité qui doit être ouverte au libre exercice des religions, mais qui doit aussi préserver des espaces neutres. Oui, alors la laïcité, c'est avant tout la liberté de conscience. C'est un joyau qu'on a ici dans la démocratie dans laquelle on vit, c'est qu'on a le droit d'être musulman, athée, sataniste, on a le droit de changer de religion si on veut, et la laïcité doit nous protéger, non pas accepter, mais nous protéger dans cette liberté-là, tant et aussi longtemps que la liberté des autres n'est pas atteinte, qu'on ne tombe pas dans la violence, etc., etc. La laïcité aussi ne doit pas favoriser ou défavoriser des citoyens en fonction de leur religion. Or, le projet de charte, par exemple, défavorisait clairement une partie de nos juifs, une partie de nos musulmanes, une partie de nos sikhs. Et pour nous, c'est contraire justement au principe même de neutralité de la laïcité. Bon, d'accord, ça pose bien l'angle selon lequel le mouvement Amal Québec voit les choses. Alors, Stéphane Berthommet, vous avez écrit ce livre, La fabrique du djihad. C'est le titre, il est en rouge. Au milieu, il y a un bandeau blanc qui dit « Radicalisation et terrorisme au Canada ». Si c'était ça seulement le titre du livre, on parlerait aussi d'extrême droite. On parlerait de toutes sortes d'autres formes de radicalisation. Est-ce que d'ailleurs, puis on entend des chiffres dernièrement, l'extrême droite, le terrorisme d'extrême droite fait beaucoup plus de morts aux États-Unis, par exemple, que le terrorisme religieux extrémiste en ce moment. Oui, ou les tueurs de masse. Je crois qu'on est à un chiffre d'environ 205 attaques de tueurs de masse aux États-Unis à la date d'aujourd'hui. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre, je commence dans le préambule par faire une mise en garde à ce sujet-là, en expliquant que je me suis intéressé à ce que je connais le mieux, à ce sur quoi je travaille, ce qui en soi n'est pas symptomatique de l'ampleur du phénomène, que d'ailleurs je minimise pas dans le livre, mais que je relativise et que j'essaie de mettre en perspective avec d'autres phénomènes, effectivement. Mais le sujet de ce livre, c'est le terrorisme islamiste et les phénomènes de radicalisation. Je vous dirais que ce livre n'est pas du tout ce que je pensais qu'il allait être au début. Non, vraiment, il y a eu une grande évolution dans le travail sur ce livre-là. Il n'est pas du tout ce que je pensais qu'il allait être quand je l'ai initié, pour plusieurs raisons, pour nombreuses raisons. La création de l'Observatoire sur la radicalisation aussi a alimenté beaucoup mes réflexions et m'a dirigé dans d'autres directions que celles que je pensais prendre initialement. Mais en gros, je pourrais presque dire que finalement le titre du livre aujourd'hui est moins représentatif du contenu que ce que je l'imaginais. Et je veux pas, vous savez, c'est toujours difficile de trouver un titre, hein, mais c'est toujours difficile, c'est impossible de mettre un titre sur un livre qui dit expliquer les phénomènes de radicalisation en les replaçant dans leur contexte et en vous expliquant que la radicalisation, ça peut être du terrorisme, mais qu'en même temps, il faut le traiter sans que ce soit considéré systématiquement comme tel. Voilà, donc ça, c'est pas possible à mettre sur une couverture. Ça fait un très long titre, effectivement. Mais Stéphane Berthommet, donc, vous avez, comme vous dites, choisi de vous concentrer sur cette portion-là du phénomène de la radicalisation religieuse ou pseudo-religieuse, on pourra y revenir aussi. Mais il faut dire aussi qu'en ce moment, à l'échelle internationale, c'est la plus bruyante, c'est celle qui fait le plus parler aussi.
C'est la plus bruyante. Entre 2000 et 2013, 62% des attentats terroristes dans le monde ont eu lieu dans des pays à majorité de population musulmane. 8 victimes sur 10 du terrorisme religieux sont issues de cette confession. Oui. Ça veut dire aussi que c'est le terrorisme qui frappe le plus la confession dont il se revendique de façon falsifiée, et on pourra en reparler plus tard peut-être. Oui. Alors effectivement, c'est celui qui fait le plus de bruit. Justement, je m'attarde longuement sur ce bruit en question, bruit auquel nous contribuons parfois contre notre gré, mais parce que nous devons aussi informer. Et vous savez que je fais une longue partie sur justement le rôle des médias traditionnels et aussi sur les médias sociaux, sur Twitter et Facebook, qui, à mon avis, emportent une énorme part de responsabilité dans la diffusion du message radical et dans même la fabrication du personnage et de l'identité de l'individu radical. Je pense qu'il y a vraiment, à mon avis, un énorme travail à faire de ce côté-là. Oui. Alors, cet individu, on parle de sa fabrication, mais au départ, qui est vulnérable? Et là, j'aimerais qu'on commence un peu la discussion à bâton rompu autour de cette question-là. Est-ce qu'il y a moyen d'établir un profil du jeune à risque, que ce soit par la psychiatre, par la fille des médias qui dirige une revue, Haroun Bouazi du côté de cette préoccupation d'une laïcité ouverte, et bien sûr Omar Koné qui est imam. Mais peut-être, Cécile Rousseau, commencer avec vous. Quand on parle d'un jeune à risque, on a tendance des fois à parler de jeunes qui vivent de graves problèmes familiaux, à parler de jeunes qui vivent de la discrimination, des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. Est-ce que tout ça est vrai, mais pas complètement vrai? Comment on peut démêler un peu cet écheveau? Je pense que c'est très important comme question parce qu'en fait, il y a beaucoup de mythes qui circulent. Et nous ne savons pas actuellement qui sont les jeunes à risque. Et c'est très important parce que ça veut dire que nous ne pouvons pas dépister sans risquer de profiler et d'augmenter les problèmes. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des facteurs collectifs, donc des facteurs qui nous appartiennent tous, entre autres l'exclusion sociale, l'ostracisme, donc le sentiment d'injustice sociale par rapport à des groupes auxquels les gens appartiennent, l'exclusion sociale plus que la pauvreté. Quand on est dans une situation de très grande pauvreté, en fait, on n'a même plus la force, je pense, ou l'énergie de se radicaliser. Donc, on va retrouver, je dirais, des jeunes qui vont très très bien, des jeunes qui, au contraire, ont un sentiment d'altruisme, de justice sociale, un engagement communautaire. Et c'est intéressant que vous disiez, on va trouver des jeunes qui vont très très bien. Et ce matin, dans les journaux, on nous parle du début d'un procès, celui d'un jeune de 15 ans devant la Chambre de la jeunesse, accusé d'avoir voulu participer à des activités terroristes. Et le titre dans la presse est un élève modèle en apparence. Alors, on rêve de devenir chimiste, prestigieux collège privé de Montréal qu'il fréquentait grâce à une bourse, poli, vif d'esprit, famille aimante. Alors, on voit ça puis on se dit, alors qu'est-ce qu'il avait en lui? Est-ce que vous avez évoqué l'injustice. Est-ce que c'est nécessairement l'injustice subie ou une espèce de sensation exacerbée de l'injustice? Non, et ça c'est très intéressant. C'est plus que l'injustice subie personnellement, c'est l'injustice subie par d'autres groupes. En fait, ce jeune est un peu un Normand Béthune. C'est un peu difficile à dire, mais vous voyez, de tout temps, les gens sont partis pour combattre l'injustice. Maintenant, ça ne remet pas en question le fait que là, ils partent dans quelque chose d'extrêmement dangereux pour eux, pour les autres. Et donc, ce que je dis n'est absolument pas un soutien aux groupes qui vont rejoindre. Il ne faudrait pas comparer du tout l'œuvre du docteur Béthune, effectivement, à l'engagement. Mais la poussée, ce qui les pousse à partir en termes d'idéal, en termes de quête de sens, en termes de changer le monde, peut être la même chose. Et c'est très important parce que quand on va vouloir les convaincre du contraire, il faut reconnaître et ce sentiment, cette quête d'idéal, et aussi, finalement, le monde imparfait que nous leur léguons, nous comme adultes. Stéphane? Oui, je trouve que il y a une phrase que j'utilise assez souvent quand je parle dans les conférences ou quand je discute du sujet, c'est que je considère qu'on part d'une identité fantasmée à une autre identité fantasmée. C'est-à-dire que, et ça rejoint de façon plus empirique le propos de Madame Rousseau, c'est qu'en fait, la plupart de ces jeunes-là, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de profil à risque en réalité, c'est qu'ils se fantasment dans la société. Ils se fantasment comme souvent des jeunes qui sont rejetés ou une famille qui est rejetée parce que leurs parents, qui sont parfois des immigrants ou qui sont des gens dont ils considèrent qu'ils n'ont pas eu la chance d'évoluer normalement dans la société, eh bien, sont pour eux un exemple de rejet. Parce que eux-mêmes se sentent
sente ostracisé, effectivement, c'est un petit peu comme la question du sentiment de sécurité et de la sécurité. Vous savez, le sentiment d'insécurité est aussi important que le fait d'être ou pas en sécurité. Ben là, c'est un peu la même chose. Ce sentiment d'être rejeté et prend le pas sur le véritable rejet, même s'il n'a pas toujours lieu. Il y a des éléments qui laissent à penser au jeune qu'il est rejeté ou qu'il est en marge de la société. Alors, cette identité personnelle fantasmée, elle conduit à se dissocier de son état de citoyen. Et on se dissocie vers quoi? Vers une nouvelle identité. Qui est tout aussi fantasmée, comme vous le disiez. Exactement, qui est tout aussi fantasmée, qui est celle du fameux soldat d'Allah. Et là, vous tombez malheureusement dans un univers qui est très bien raconté justement dans Curium. Si vous tombez dans un univers qui est totalement construit pour vous embarquer dans ce nouveau fantasme et dans cette nouvelle identité. Oui, Aaron Boisy. Oui, je pense qu'il faut surtout faire la différence aussi entre les gens qui vivent là-bas sur place, dans des situations de guerre, les Syriens et les Irakiens, les gens qui viennent de pays à majorité musulmane. Par exemple, là, on parle beaucoup de la Tunisie ou de l'Algérie ou du Maroc ou des pays environnants, donc au Moyen-Orient, ou les gens qui viennent des pays occidentaux, et c'est pas les mêmes profils qu'on retrouve. Donc effectivement, ici, ce n'est pas une question d'argent, c'est plus une question d'appartenance et de ce sentiment d'exclusion. Il y a aussi la question de justice internationale et puis de justice locale, qui sont deux choses qui n'ont rien à voir, mais qui jouent tous les deux. Donc si on se met à la place d'un jeune ici qui en 2007 donc avait 12 ans, bon, mais depuis 2007, dans nos médias, on parle d'accommodement raisonnable, on va mettre nos culottes et puis il va falloir que vous adaptez, etc. Cette personne-là est née ici, elle n'a pas à s'adapter. Et tout ce qu'elle voit, même si elle ne peut ne pas le vivre directement avec ses amis d'école, etc. Elle voit ces messages. Ces messages-là, on continue en boucle par des gens qui sont représentants de la morale publique, qui sont nos élus ou nos futurs élus. Et donc ce sentiment-là qui date depuis 2007, dans 2007 à 2015, ça fait beaucoup, beaucoup d'années. Aujourd'hui, ce gamin-là, il a 19 ans, il a 20 ans, et il faut vraiment être très persuasif pour nous, pour lui expliquer qu'il est québécois et que la société l'aime. Là, c'est pas facile. Par contre, il va falloir trouver une autre explication aussi. Tout ça, ça tient la route totalement, mais il y a aussi des jeunes Québécois de souche, des jeunes Français de souche, de familles très bien, soit qui se sont convertis depuis un certain temps, soit qui se convertissent là comme ça sur le tas. Et là, Cécile Rousseau fait signe que oui. Là, est-ce que c'est pas là qu'on arrive à cette notion qui peut être typique à une certaine étape de la construction de l'identité d'un jeune, de vide, quête de sens, vide existentiel? Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que les profils chez les jeunes de la majorité qui sont attirés viennent en partie d'une déception par rapport à une société qui a abandonné beaucoup de ces systèmes de valeurs. On ne croit plus en grand-chose et la consommation n'est pas un Dieu suffisant pour donner sens à une existence. Alors je pense qu'il y a ça d'un côté, et d'un autre côté, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des jeunes qui sont souffrants, qui sont vulnérables, qui sont déçus, et il n'y a pas dans notre société de voie de protestation efficace. On leur propose des soins psychosociaux, des soins psychiatriques, et ça leur donne l'impression d'être encore moins bons. Et là, tout d'un coup, ils trouvent une avenue où ils peuvent soit aller se faire tuer, donc je pense qu'il y a des équivalents suicidaires dans ce qui se passe, soit aller en découdre et en tuer d'autres, et là, penser à tous les jeunes qui sont fascinés par les jeux vidéo et Rambo, et ils ont finalement une occasion unique de vivre ça en temps réel. Donc on retrouve des profils à la fois dépressifs, psychopathiques. Je pense qu'il y a aussi ça, même si on a plus tendance à retrouver ça, à mon avis, au niveau des majorités. Alors, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on peut pas faire un seul profil. Il y a plusieurs types de causes qu'on peut envisager. Et maintenant, est-ce que ça veut dire que si la question du vide de sens est une des pistes importantes, est-ce que c'est pas un peu ça qui fait qu'il faut inclure dans les solutions, entre autres, une proposition religieuse qui ne soit pas extrémiste? Omar Koné, vous qui êtes imam, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce qui a été dit autour de la table est assez important à retenir sur l'ampleur du problème. Parce qu'il n'y a pas de profil type. Effectivement, quelque chose que l'on retrouve beaucoup, c'est une espèce de vide de valeur aujourd'hui pour une jeunesse qui n'a plus d'idéaux, qui n'a plus d'horizon et qui dans ce qu'elle regarde à travers le monde qu'elle voit aujourd'hui, il n'y a plus cette fibre traditionnelle que nous avions avec ces grands idéaux. Donc la religion va venir, pour un certain nombre de personnes, combler un peu ce vide, rappeler des valeurs assez fondamentales. Et si l'on regarde également
les clips que certaines de ces entités vont faire pour recruter des jeunes, c'est assez lié à cela. On va voir des gens qui disent aux jeunes, un peu comme on dit dans les armées, tu veux faire la différence, tu veux de l'aventure, tu veux changer le monde. C'est vrai que c'est le même discours de propagande que pour l'armée. C'est absolument le même discours de propagande. Et donc oui, la solution, je pense, parce que jusqu'à présent, on n'a pas analysé ce fait. Pourquoi, au niveau de ce qui se trame à l'intérieur des individus, la religion apporte une réponse. Donc il y a un élément de foi, il y a un élément intangible, et oui, effectivement, pour un certain nombre de jeunes, leur apporter des solutions qui soient d'ordre social ou qui soient d'ordre psychologique ne se rattache pas à eux et ne leur donne pas un élément qui correspond à la quête sur laquelle ils sont. Ils vont avoir besoin en plus. Mais c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Là. Ils seront pas tous. Mais pour certains, c'est un élément qui va être indispensable. Haroun Boisy, vous représentez un mouvement des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec. Mais je pense que vous êtes, vous aussi, d'accord avec cette idée que dans la solution, il faut entre autres qu'il y ait cette proposition religieuse qui existe. Oui, alors absolument, il faut faire très attention. Nous, on pense pas, par exemple, qu'il faut une proposition modérée. Ce mot-là, nous, on ne pense pas qu'il est constructif. Il faut comprendre que ces jeunes sont un genre de punk des musulmans. Ok, c'est des anti-systèmes. Bon, et si on propose une solution qui fait partie du système, alors des fois qui fait carrément travail main dans la main avec la police, eh ben on peut être sûr. D'ailleurs, Monsieur Berthomé l'explique bien dans son livre quand on parle de théorie du complot, etc. C'est vraiment des gens anti-système. C'est des gens qui voient des complots partout. Et si moindrement on se retrouve avec des organisations religieuses qui travaillent moins dans la main avec des institutions publiques, en plus souvent sécuritaires, à ce moment-là, on peut être sûr que c'est pas ça. Et puis les adolescents n'aiment pas la modération. Je sais pas qui pense qu'il va persuader un adolescent de 18 ans, 19 ans épris de justice. Je sais pas si on est tous un peu plus vieux, mais pas beaucoup autour de la table. Mais à 19 ans, il fallait pas nous parler de modération. Non, on est plus dans l'absolu. Mais qu'est-ce que vous sous-entendez, Haroun Boisy? Est-ce que ça va jusqu'à dire que il faudrait même proposer une vision ou une solution religieuse plus rigoureuse? Non, ce n'est pas à nous de proposer, évidemment. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Il y a plein d'associations. Vous savez, il n'y a pas une communauté musulmane. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a plein de mosquées. Il y a 130 mosquées. Quelques-unes, quand il y a des gros regroupements de mosquées, il y en a 10 ensemble, c'est des petits groupes, et elles travaillent très fort justement à apporter une réponse à ces jeunes. Moi, j'ai été moi-même invité, par exemple, à donner des conférences dans des mosquées où on parlait de l'engagement citoyen. Pour nous, une des manières de trouver un sens à cette quête de sens chez les jeunes, c'est justement leur donner le goût de se battre pour dire oui, nous sommes musulmans, on n'a pas à être honte, oui, nous sommes québécois, on n'a pas à être honte, et si on a une cause pour nous ici, ça va être la cause de lutte contre le racisme qui nous touche directement. C'est notre manière de contribuer à ça. On pense que c'est pas la seule. Il y a des gens qui ont besoin de ce côté communautaire, voire même communautariste, et il va falloir éviter de le diaboliser tant et aussi longtemps qu'il n'est pas djihadiste. Mais là, il y a la population québécoise qui attend aussi beaucoup de ces mosquées, justement, très communautaristes, qui ont un islam, qui pratiquent un islam plus conservateur, qu'elles prennent leur distance très, très, très clairement de toute la violence. Pardon de prendre la parole là-dessus, mais la question, elle n'est pas celle de la distance. La distance est déjà là. Les radicaux disqualifient eux-mêmes les autres courants de la religion musulmane. Mais dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est malheureusement pas si clair que ça encore. Oui, mais Catherine, c'est pas la majorité, c'est pas la masse qui fait la bonne connaissance, malheureusement, le plus souvent du temps. En réalité, ce qui se passe, et Monsieur Connet le sait très bien, et moi je l'ai entendu dire à la fois ici au Québec, mais aussi en France, les gens qui représentent les autorités religieuses, qui sont des imams, qui ont fait de longues études, qui sont des érudits, qui sont des savants de la religion, ces gens-là sont disqualifiés par ces jeunes qui sont rentrés dans un discours radical. Moi, j'ai déjà entendu de la part des imams, et Monsieur Connet le sait très bien, et de la part de certains jeunes, des propos qui sont sans appel quant à la religion, dans ce qu'on appelle sa version modérée, moi ce que j'appellerais tout simplement dans la religion en tant que telle. C'est-à-dire que ces jeunes-là qui sont déjà baignés dans le discours extrémiste ou radical disent aux imams, mais tu n'es pas un vrai musulman. Tu ne représentes rien. Ta parole ne vaut rien. C'est l'éternel débat entre la personne qui est pondérée, modérée, et celle qui est extrémiste. L'extrémiste va toujours plus loin dans son argumentaire et a toujours plus d'arguments que celui qui prône la paix et l'équilibre des valeurs. C'est ça la difficulté, à la fois pour la religion, de s'imposer alors qu'en fait elle n'a pas à s'imposer puisqu'elle a juste à être là et exister, et en même temps de s'opposer
quand même à ces courants ultra-radicaux extrémistes. C'est tout l'enjeu du point de vue religieux. Après, du point de vue de la société, on revient exactement à la même chose. C'est-à-dire que, comme dit Monsieur Boisy, à un moment donné, il va falloir que notre société démontre qu'elle a de l'intérêt pour ces jeunes, qu'ils font partie de la société, qu'ils sont partie prenante et même qui sont l'avenir de cette société. Pour cela, il va falloir faire des gestes concrets, il va falloir le démontrer. Moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je pensais beaucoup à ce qui s'est passé en France entre les années 80 et 90. Vous savez, il y a eu une grande période d'immigration en France, et avec toute une jeunesse de seconde génération et troisième génération qui a émergé dans les années 80-90. Et cette jeunesse-là, en France, qu'est-ce qu'elle a fait? Dans les années 80, il y a eu la marche des beurs. La marche des beurs, sont des jeunes issus de l'immigration qui sont montés à pied de la ville de Lyon jusqu'à Paris pour dire « Nous sommes des jeunes immigrants, mais nous voulons nous intégrer, nous voulons nos droits, nous voulons voter, nous voulons faire partie de cette société-là ». L'erreur qui a été commise par les politiques à l'époque, c'était de les instrumentaliser, de créer des groupes pour les récupérer, d'en faire des jouets de leur propre politique et d'une pseudo-politique sociale qui n'a jamais été réellement mise en œuvre. Et finalement, ces jeunes-là se sont retrouvés 10, 15 ans plus tard, complètement désabusés, se sont sentis complètement abandonnés et trahis par le système. Moi, ce que je constate et ce que j'ai constaté avec toutes les discussions que j'ai pu avoir ici avec ce livre-là, c'est que on est quelque part au début de ce phénomène-là ici au Québec. Je sens, et encore une fois, il n'y a rien de savant dans cette démarche-là, mais je pense qu'il faut quand même en tenir compte. Je sens qu'on commence à sentir les prémices de ce mouvement-là. Et effectivement, la question de la charte a joué, à mon sens, énormément. J'ai eu beaucoup de familles musulmanes qui m'ont dit, mais moi, je vais même pas régulièrement à la mosquée, etc. Mais je me suis senti visé, je me suis senti attaqué, je me suis senti stigmatisé, je me suis senti mis à part. Et finalement, ce que la charte a fait, et ce que ces débats font souvent, c'est qu'ils sont comminatoires. Ils demandent aux gens de choisir un camp. Et quand vous demandez à quelqu'un qui veut pas choisir un camp, parce que la plupart du temps, ils viennent d'ailleurs, comme le disait Monsieur Boisy, de pays comme l'Algérie, où ils ont connu une vague d'islamisme radical terrible et où ils exècrent justement le radicalisme. Ces gens-là n'ont plus envie de se mêler de ces choses-là, n'ont plus envie d'en entendre parler. Ils veulent pas choisir un camp. Et quand vous les obligez à choisir un camp, vous faites quoi? Vous tranchez une ligne entre ceux qui sont de votre côté et ceux qui sont de l'autre côté. Et les plus faibles, les plus fragiles, et une certaine partie, peut être tentée de se retrouver de l'autre côté parce que finalement, vous voulez me rejeter, je me sens rejeté, je vais aller du bord duquel vous me rejetez. C'est très dangereux justement d'être comminatoire dans ce genre de débat-là. Noémie Larouche, est-ce que dans votre dossier spécial dans la revue Curium, qui s'adresse encore une fois là, aux jeunes, est-ce que vous vouliez parler surtout aux jeunes qui sont à risque ou à ceux qui peuvent être autour et avoir tout d'un coup l'intuition qu'un proche est en train de glisser? Essentiellement à tous ces jeunes. Idéalement, on s'adresse à tous les jeunes. Mais de fait, notre premier objectif, c'était d'informer ces jeunes-là qui ne le sont pas ou qui le sont mal, sur de les outiller, en fait, de leur permettre de forger leur esprit critique et de s'intéresser, en effet, aux techniques, de quelle façon l'EI procède pour recruter à l'étranger. Comment est-ce qu'on est abordé? Est-ce que, à quel point c'est facile de se laisser séduire, puis et de permettre aux jeunes de comprendre que c'est quand même plutôt près de leur réalité, plus près qu'ils ne le pensent, en fait. Et oui, l'idée, c'était aussi de les outiller, à savoir si un de mes proches, si je soupçonne qu'un de mes proches est en train de se radicaliser, comment détecter les indices? Qu'est-ce que je dois faire? Aviser les parents, les amis, les spécialistes à l'école, les personnes ressources, les professeurs, les psychologues, et éventuellement même le dénoncer à la police si les doutes sont s'il y a des menaces d'action, par exemple. Donc l'idée, c'était un peu de les outiller au mieux de nos possibilités face à cette possibilité. Cécile Rousseau, avez-vous eu l'occasion de voir ce numéro de Curium? Tout à fait. Je pense que c'est intéressant de s'adresser aux jeunes et que j'espère qu'on aura l'occasion d'ailleurs de le faire ensemble, d'entendre aussi les voix des jeunes. J'ai l'impression que quelque chose qui se passe au niveau de la jeunesse, c'est que leurs voix en ce moment ne sont pas forcément entendues. Et quelque chose d'extrêmement central dans la prévention, c'est la création de discours alternatifs. Ces discours alternatifs peuvent être artistiques. Si vous regardez certains sites sur les réseaux sociaux, il y a des choses extraordinaires. Au Moyen-Orient aussi, même si c'est en arabe, donc des discours critiques alternatifs faits par les jeunes pour les jeunes qui, à mon avis, ont un impact certain et s'adressent aussi bien aux religieux
psychosociales, donc font du sens de notre société, de notre monde, et le transforment. Et à ce niveau-là, peut-être ajouter que pour s'adresser à la polarisation dont nous souffrons, le discours qui le dénonce doit être bilatéral. Et ce qui se passe en ce moment en Allemagne est extrêmement intéressant à cet égard. La capacité d'une société de se dresser, de commencer à dénoncer sa propre xénophobie et la résurgence des courants néo-nazis est, à mon avis, très très importante pour dire nous sommes dans une mouvance dangereuse des deux côtés et nous avons chacun un chemin à faire pour nous en sortir. Alors, on va certainement, effectivement, parler de cette importance d'inclure la société dans la solution. Suivez l'émission de Catherine Perrin sur Twitter, @RC_ML. Alors, la police ou la société? On pourrait lancer la question comme ça. La police, bien sûr, c'est rassurant. On a l'impression que la police va pouvoir agir vite, fort et bien au besoin. En fait, on a vu l'échec de cette pensée-là et de ce système-là avec les attentats d'Ottawa puis avec les attentats et celui de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais est-ce qu'il faut pour autant évacuer complètement l'aspect sécuritaire? On veut pas non plus évacuer complètement l'aspect sécuritaire. Comment doser? Puis après ça, comment ramener à la société ce dont la société peut s'occuper? Alors, Stéphane Berthomé, vous êtes un ancien policier, donc vous y croyez un peu quand même à l'importance de la sécurité puis de la police. Donc, je prône justement la primauté de la solution sociétale sur celle de la police. C'est éminemment complexe comme question, parce que la radicalisation mène à la violence mène au terrorisme. Donc, on considère que la radicalisation est l'antichambre du terrorisme. Je me fais moi-même la réflexion dans le livre en disant que finalement, à force de répéter radicalisation et terrorisme, on en vient à mêler les deux. Et oui, il y a un lien évidemment entre les deux, mais en même temps, je crois qu'au niveau de la prévention, il faudrait qu'on arrive à les délier. Pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles étant que le mot terrorisme et le terrorisme fait tellement peur qu'on n'arrive plus à analyser la question de la radicalisation en dehors de l'impact psychologique des actes de terrorisme. Autrement dit, dès qu'on pense trop terrorisme, on veut toujours que la police soit partout. Évidemment. Et si on pense radicalisation et comment le recrutement fonctionne, là, on va s'intéresser plus à ce que la société peut faire. Est-ce que je schématise trop simplement? Oui, vous schématisez puisque vous voyez vous-même, Catherine, vous dites radicalisation et recrutement. Le recrutement dans une organisation terroriste n'est pas le corollaire à la radicalisation. Il y a des individus qui se radicalisent ou qui deviennent des fondamentalistes parce que la radicalisation, finalement, c'est l'expression, entre guillemets, dans la vie de tous les jours du fondamentalisme. Et ces individus ne deviennent pas recrutés systématiquement par des réseaux terroristes et ne deviennent pas non plus tous des terroristes. C'est un phénomène d'entonnoir. Et on en vient justement à les lier les uns aux autres de façon quasiment mécanique. Et c'est là l'erreur qu'on fait. Et c'est là l'erreur qui nous empêche d'aborder la question de la prévention sous son véritable angle qui est celui idéologique, sociétal, culturel, religieux, mais pas du tout policier. Et je regardais hier le site de la SQ, quand j'ai du temps à passer, je regarde les sites des corps policiers. Quand même, le petit attachement qui est resté. Mais je regardais et je suis tombé sur une petite affichette sur leur site qui est prévenir la radicalisation pouvant mener à la violence, avec un appel aux citoyens. Si vous constatez qu'il y a des faits de radicalisation pouvant mener à la violence, prévenez-nous. Et je me suis fait cette réflexion en regardant ça. Mais quels sont les actes de radicalisation qui peuvent laisser à penser à un citoyen qu'il va y avoir de la violence? Est-ce qu'on n'est pas là déjà dans un champ qui a dépassé celui du stade policier? Parce que finalement, soit on se radicalise, on devient un individu qui est ancré sur des valeurs fondamentalistes, intégristes, et on peut le critiquer d'un point de vue social, mais on peut pas le critiquer d'un point de vue policier. Il n'y a pas d'actes criminels qui sont commis dans ce cas-là. Et donc là, ça n'intéresse pas la police. Soit on est déjà dans des actes criminels, et là on parle d'un acte criminel, de terrorisme ou d'autres choses. Et comme la frontière est tellement fine entre les deux, eh bien on arrive à plus pouvoir les dissocier, et les corps policiers, malheureusement, j'ai l'impression, sont en train, par simple bonne volonté et par désir de bien agir et par désir de vouloir agir en amont, sont en train de faire un amalgame à ce sujet-là. Et on est tous en train de faire cet amalgame. Oui, et je comprends que l'amalgame soit dangereux. En même temps, revenons au plan de la société, on n'a pas non plus envie. Je comprends, Stéphane, quand vous dites quelqu'un qui est radicalisé ne va pas nécessairement nous amener vers la violence. Mais quelqu'un qui est radicalisé, le mot est quand même assez fort, et qui veut vraiment aller vers un fondamentalisme, automatiquement, ça veut dire qu'il adhère à cette idée que sa religion devrait mener le monde.
Pas systématiquement, mais pas du tout. Ok, expliquons. Alors, que les spécialistes m'expliquent. Je suis loin d'être spécialiste, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les courants les plus radicaux religieux, justement, et d'ailleurs Monsieur Berthomé en parle bien dans son livre, il y a cette idée de hijra, donc de retour à terre d'islam, parce que justement ici, c'est pas la terre d'islam là. Il y a pas, ils se voient comme des touristes à vie, ces gens-là, dans le temps de revenir. Il y a toutes ces idées de recruteurs qui restent ici, et quand ils expliquent aux gens qu'il faut aller en Syrie pour justement revenir en terre au Shem. Retour aux sources, Stéphane en parle dans son livre. Aux fausses sources d'ailleurs, parce que pour les Maghrébins... Effectivement, c'est un peu loin, mais l'idée, c'est justement que ici, ce n'est pas la terre d'islam dans ces courants-là. Et d'ailleurs, en revenant toujours au profil, donc il y a toujours cette question de justice où la première chose que ces gens-là veulent faire, c'est aller aider les gens sur place en Syrie et pas exploser le Québec. Et si je peux revenir d'ailleurs à un point, c'est qu'à partir du moment que eux ils s'intéressent à ce qui se passe là-bas, la semaine dernière, par exemple, des bombardements faits en notre nom, nous au Canada, ont tué 27 civils irakiens. Bon, c'est 1300% plus que tous les morts de terrorisme au Québec depuis les 10 dernières années. Et on trouve ça normal que nos impôts servent aussi dans le cadre de lutte contre le terrorisme. Mais c'est ce jeune-là, il va falloir lui expliquer longtemps que aller là-bas faire la guerre, c'est quelque chose de moins juste que de payer des impôts ici pour payer des bombes. Et donc il y a tout un tout qui n'est pas simple, mais notre manière de pas parler de l'injustice internationale et même d'y contribuer clairement ne nous aide pas, nous, dans notre travail ici, pour expliquer aux gens que c'est pas une bonne idée de tomber dans ce radicalisme. Et je pense que c'est beaucoup plus important là-dedans. Et pour en revenir justement encore une fois aux questions de gens qui sont déjà radicaux, l'extrême majorité de gens qui sont vraiment très intégristes. Donc il y en a qui serrent pas la main aux femmes, il y en a qui regardent pas les femmes dans les yeux, il y en a qui pensent que c'est une bonne idée de couper les mains aux voleurs, etc., mais ne sont pas dans une démarche djihadiste. Et il va falloir que nous, on arrive à faire la différence entre quelqu'un qui est très conservateur et qui est pour la peine de mort et contre l'avortement, par exemple. On est capable de le faire chez nous, ici au Canada, en disant on est il y a des gens qui sont pour la peine de mort et contre l'avortement et qui ne sont pas pour aller tuer n'importe qui fait l'avortement. Et donc c'est important et c'est pas facile, je vous avouerai, c'est vraiment Catherine, pas facile. Il n'y a pas question ici autour de table, je pense personne autour de cette table ne dira qu'il ne faut pas combattre, entre guillemets, les gens qui sont des radicaux ou des intégristes, qu'il ne faut pas arriver à essayer de ramener ces gens-là à des valeurs plus démocratiques. Les gens qui effectivement pensent que voler, il faut se faire couper on peut couper la main aux voleurs. Bien sûr que dans nos sociétés, ça n'est pas tolérable. Mais ça n'est pas une affaire de police. Non, voilà, c'est cette distinction-là qu'il faut faire. Ça n'est pas une affaire policière. Ça n'est pas une affaire de police. Mais c'est un problème pour la société, on va en convenir, là. Tout à fait. Donc, ça se traite avec des réponses sociales. Ça se traite dans le débat. Ça se traite dans le débat d'idées. Ça se traite dans la construction d'un contre-discours. Ça se traite dans l'intégration. Parce que dans l'intégration, il y a une valeur fondamentale qui est celle d'amener l'autre à ses principes, à ses valeurs. Ça n'est pas choisissez entre vos valeurs et nos valeurs. C'est s'il vous plaît, vous venez dans ce pays-là, transformez, adaptez-vous lentement mais sûrement à nos valeurs. Ça n'est pas un choix qui se fait le matin où vous posez le pied sur le continent. Moi, j'ai mis des années à comprendre comment fonctionnait le Québec, quelle était cette fibre-là qui fait la province du Québec et le pays en tant que tel, le Canada. Eh bien, ça ne s'apprend pas le jour où on arrive. Ça se vit au contact. Il faut que ces gens-là, on les comment vous dire, on parle des fondamentalistes et des intégristes, il faut qu'on les contamine aux valeurs de notre société plutôt qu'on les oblige d'une façon radicale, nous aussi, à s'y adapter. Parce que là, on va aller au clash et là, ces gens-là vont se dissocier. Cécile Rousseau voulait intervenir là-dessus. Peut-être, je pense que c'est important de se rappeler que toute transformation sociale, le féminisme, la fin de l'esclavage, se base sur un processus de radicalisation qui est toujours un peu dangereux. Rappel historique, au Québec, la Révolution tranquille était une forme de radicalisation qui a permis l'émergence d'une identité québécoise merveilleuse et importante. Une frange de cette radicalisation s'est radicalisée violemment avec le FLQ. La réponse politique fédérale a été très problématique parce qu'elle a visé non pas la frange radicale du FLQ, mais l'ensemble du mouvement nationaliste au Québec. Je pense que il faut se rappeler ça, se dire, il y a dans les processus de radicalisation
du bon et du mauvais et s'appuyer, donc comme dans les arts martiaux, s'appuyer sur la volonté de changement qui est en dessous pour essayer d'éviter cette frange de radicalisation, mais sans revenir dans cette utilisation politique où on va amalgamer tout désir de changement à la radicalisation violente. Sauf que Cécile Rousseau, si on parle de la Révolution tranquille ou la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, on parle de phénomènes de radicalisation qui allaient dans le sens d'un progrès global pour la démocratie, pour l'égalité, pour les droits humains. En Afrique du Sud, la défense des Noirs en Afrique du Sud est passée par le terrorisme. Oui, d'accord. Et pourtant, ça défendait des valeurs extrêmement nobles. Mais voilà, mais là, j'en viens au fait que, mais que le fondamentalisme, s'il se radicalise, ce qu'il veut faire, c'est nous amener dans une société dont on ne veut pas personne, qui est pas possible de voir comme un progrès pour nous. Tout à fait. Et là, vous soulevez quelque chose de très important parce que, le Pew Institute montrait bien que l'hostilité sociale autour de la religion a augmenté partout dans le monde et dans toutes les religions. Je pense que là, on a un phénomène qui est lié à la mondialisation. La mondialisation crée beaucoup de possibles. Elle n'est pas mauvaise en elle-même, mais elle crée aussi beaucoup de sentiments de menace et de fragilité. Je pense qu'il y a un repli défensif vers les religions. Toutes les religions. Regardez l'Inde en ce moment, regardez la Birmanie, regardez le Myanmar. Et ce repli défensif est généralisé à la planète. Et je suis d'accord avec vous, il est potentiellement dangereux. Mm-hmm. Alors, je me tourne vers l'imam Omar Koné. Comment composer quand vous-même êtes à la tête d'une mosquée, vous êtes du courant soufi, qui est dans un islam beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant, beaucoup moins dogmatique. Comment vous composez avec quelle tolérance, de quel type de tolérance devez-vous faire preuve envers vos co-religionnaires qui, eux, prônent une vision beaucoup plus fondamentaliste, rigoureuse, conservatrice de l'islam? Mais d'abord, c'est dans le débat, c'est dans la discussion. Malheureusement, nous n'avons pas eu tous les outils nécessaires pour faire ce débat à travers les dernières décennies, parce que le débat avait été débalancé par certaines entités qui avaient des moyens financiers complètement démesurés. Et la Fédération des communautés musulmanes... Quel genre d'entité, juste pour que ce soit un peu plus clair? Si l'on parle des monarchies du Golfe, avec leur capacité financière et leur capacité à polariser le débat, à tenir les lieux saints des musulmans et surtout à être la présence la plus importante sur Internet depuis les 20 dernières années, le discours a été difficile. Mais aujourd'hui, lorsqu'on se tourne vers nos coreligionnaires, il faut que ce soit fait dans le respect mutuel, mais également dans le débat. Il faut que le débat soit élargi, soit mis sur la table, ce qui n'a pas toujours été fait. Mis sur la table ou même sur la place publique. Est-ce que ce débat-là, entre une vision ouverte et tolérante et une vision plus fondamentaliste et refermée sur elle-même, est-ce qu'il va être fait de manière plus habile et fructueuse s'il se fait discrètement ou s'il s'ouvre sur la place publique? Ça dépend des enjeux. Lorsqu'on parle des enjeux doctrinaux, je ne pense pas que la place publique puisse débattre de cela. Mais lorsque ce sont les enjeux de société, la place du musulman qui vit son islam ici et qui s'intègre dans la société, qui participe à la construction de la société et qui ne tombe pas dans une exclusion des autres et surtout qui ne tombe pas dans une suprématie qui ne lui permet plus d'être un acteur social de valeur. Il faut que cela soit fait effectivement sur la place publique. Il faut que cela soit fait pour rassurer les différents acteurs de la société, mais également faire comprendre à l'ensemble de la communauté musulmane qu'elle a sa place dans une société qu'elle a choisie, qui est une société démocratique, laïque, qui lui permet également de pratiquer sa religion, mais il faut que le tissu commun soit établi de façon claire et que nous ne sommes plus dans un temps comme cela a été dans la période des croisades. Nous sommes dans un temps où la concorde sociale et la paix qui s'est généralisée sur le monde est dans une autre dynamique. Nous sommes tous les acteurs de la construction de ce que va être le Québec de demain, mais cela prend de rentrer dans des mécanismes pour le définir ensemble. Mmh. Et quand on fonctionne toujours dans l'exclusion, quand on fonctionne toujours dans la différence avec les autres, on n'arrive pas à se donner les outils de le faire. Et donc, il y a à la fois, du côté des communautés musulmanes, ce travail à faire, et avec leurs leaders, mais également du côté de la société d'accueil, de savoir qu'il y a un travail qui doit être fait sur la base communautariste, sur la base
confessionnelle, également sur la base identitaire de ces communautés. Alors, on va revenir, à la base communautaire avec Haroun Bouazi. Il y a deux choses. Il y a le côté radical extrême, et là, je pense que l'imam Koné, c'est lui-même qu'il a été lui-même excommunié par des groupes radicaux, et puis il n'est pas le seul, malheureusement. Il y a un dialogue qui peut être totalement fermé avec ces groupes-là, et je pense pas qu'il y a moyen de rentrer dans un dialogue communautaire, constructif, etc., avec des gens qui sont de la branche salafiste takfiriste, pour la nommer, là, qui part du principe que eux, ils détiennent le véritable islam et que tous les autres ne sont pas des vrais musulmans, qui fait que, comme a dit M. Barthomé, 80% des morts du terrorisme musulman, c'est des musulmans à cause de cette idéologie-là particulièrement. Maintenant, pour les autres, le problème qu'on a, c'est l'intimidation continue des musulmans par des groupes islamophobes organisés dans les médias sociaux. Et aujourd'hui, si on se réunit entre associations, qu'elles soient entre le conservateur et le plus sécularisé, comme notre association par exemple, on va se retrouver avec des photos et des encerclements des visages, etc., pour expliquer que l'islamisation du Québec est en marche, qu'ils sont en train de s'organiser, etc. Et donc on n'est pas capable d'avoir ce débat-là d'une manière zen. Et on doit être protégé, je pense, en tant que société, pour pouvoir l'avoir, ce débat-là. Oui. On n'y arrive pas. Très intéressant, et ça va nous permettre d'aborder un dernier grand thème, justement, l'éthique des médias et le rôle des réseaux sociaux. Pour nous écrire, Catherine@radio-canada.ca. Alors de quelle manière, vous en parlez Stéphane Berthoma dans le livre, les médias doivent-ils se comporter? Quel rôle ont-ils à jouer? Pour ce qui est des médias sociaux, on comprend de mieux en mieux. Vous faites l'expérience, d'ailleurs, dans votre livre, en ayant créé un faux profil, celui de Denis. C'est une expérience qui avait été faite aussi par l'automne dernier par un journaliste de Rue 89 et les résultats, c'est fascinant, c'est la même chose. Vous créez un profil et là, expliquez-nous, donc en quelques heures, sinon quelques jours. En fait, c'est une expérience totalement empirique, mais qui, malheureusement, à chaque fois qu'elle a été tentée, effectivement, comme vous le dites, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France à plusieurs reprises, a amené le même résultat. Donc je crée effectivement un faux profil à qui je ne donne aucune connotation extrémiste, radicale ou de quelconque volonté d'agir de façon violente ou même illégale. Je crée un profil, j'y ajoute un certain nombre de personnes, un profil d'un jeune adolescent, d'un jeune adulte, et je le laisse vivoter pendant un petit temps. Je fais pratiquement rien avec ce profil, l'histoire de lui donner un petit peu de recul quand viendra le temps de discuter sur des sujets qui sont plus liés à cette actualité-là. Et à un moment donné, je pose une simple question. Je demande quelle est la différence entre deux courants terroristes en Syrie. Et de cette simple question sont parties tout un tas de réponses qui me sont venues de façon très ouverte et ensuite de façon très privée, c'est-à-dire dans des discussions de compte à compte, une fois qu'on s'ajoute les uns aux autres. Et là, ce qu'il faut noter au passage, parce que c'est un enjeu qui devient de plus en plus sérieux, c'est l'algorithme, le fameux algorithme de Facebook, qui fait que la machine s'emballe. Il y a deux constats là-dessus. Il y a sur Facebook un constat très particulier qui est effectivement celui de la question des algorithmes qui ont tendance à vous donner de l'information de la même nature que celle que vous recherchez ou sur laquelle vous discutez actuellement. Donc ça conduit tout simplement à recevoir des propositions de profils. Peut-être connaissez-vous un tel, vous savez, quand vous allez sur votre page Facebook, et là vous avez des djihadis jeunes, des musulmans assassins, des terroristes tueurs, des gars qui ont des profils où ils décapitent des gens, ou des photos qui sont abominables d'actes de terrorisme. Et vous vous retrouvez donc sur Facebook avec une sorte d'invasion comme ça, une sorte de masse d'images et de profils et de comptes qui sont des comptes qui sont l'État islamique ou autres pseudo-comptes qui sont tenus par X personnes, qui sont tous systématiquement des comptes qui parlent de violence, qui parlent de terrorisme, qui parlent de djihad, évidemment. Et donc, vous êtes baigné, complètement immergé, submergé par cette vague-là. Ça, c'est sur Facebook. Je vous dirais que sur Facebook, j'ai surtout été frappé par justement ce contenu qu'on vous envoie. Sur Twitter, c'est très différent. Sur Twitter, j'ai été frappé par la précision de l'engagement dans lequel vous pouvez aller avec ce réseau social. Avec des petits messages de 140 caractères. Exactement. Parce qu'en réalité, sur Twitter, et je le dis à un moment dans le livre,
en quelques semaines, j'ai eu l'impression d'être entré dans une immense pièce dans laquelle il n'y avait que des radicaux, que des islamistes salafistes. J'aimerais entendre Cécile Rousseau là-dessus, parce que sur le plan, vous êtes une pédopsychiatre, sur le plan, on parle d'un jeune, revenons à cette idée qu'on essaie de comprendre qui est à risque, là, qui est en train de construire son identité. Si la machine, en quelque sorte, construit cette espèce d'avalanche d'informations, vous immerge, est-ce que le jeune est plus fragile? Écoutez, je vais revenir rapidement aux médias officiels avant de repasser aux médias sociaux. Pour ce qui est des médias officiels, je pense que il y a effectivement une question d'éthique journalistique, c'est-à-dire que vous savez les règles que vous avez au sujet du suicide. On sait que plus on parle des suicides dans les médias, plus la contagion s'étend. Et je pense que pour ce qui est de la radicalisation, sans censurer l'information, il faut informer, mais une certaine forme de sensationnalisme a exactement le même effet. C'est vraiment mettre de l'huile sur le feu et qu'il faut qu'on puisse s'en parler. Maintenant, pour ce qui est des réseaux sociaux, tout à fait. Les algorithmes amènent une masse d'informations. Et c'est Goebbels qui disait qu'un mensonge répété 100 fois devient une vérité. Et au-delà de ça, je pense que c'est la capacité de rejoindre le jeune dans son intimité, dans un espace très privé. Vous savez, on est vulnérable dans sa chambre, on est vulnérable dans son lit, et c'est dans cet espace-là qu'il a l'impression de devenir quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un d'exceptionnel pour ses interlocuteurs du monde entier. Je pense qu'il y a là l'utilisation de cet espace intime est très puissant. Très intéressant. Puis pour ce qui est de l'éthique des médias, Stéphane, dans votre livre, vous dites évidemment relayer une mise en scène créée par des terroristes, c'est leur rendre service. Ça, il y a de plus en plus de gens qui le disent. Mais écoutez, comme Madame Rousseau vient de citer Goebbels, je fais le parallèle, et on me l'a déjà reproché avant même la sortie du livre, je fais le parallèle avec la propagande nazie. Il serait pas venu à l'idée des médias internationaux, américains, anglais, de diffuser telles que des images qui étaient filmées par la propagande nazie, que ce soit celles qui avaient tendance, qui voulaient décrédibiliser ou même qui considéraient des populations comme des sous-êtres humains, que celles qui vantaient leur mérite pendant la guerre. Donc aujourd'hui, on a affaire à de la communication qui est une véritable propagande organisée, préparée, construite pour nous, pour que nous, les médias, nous la diffusions. Et je pense qu'il est temps qu'on se pose cette question-là, effectivement, aujourd'hui, sur à quoi servent ces diffusions-là, à quoi sert ce flot d'images qu'on est un peu obligé de rediffuser, parce que vous savez ce constat terrible, s'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de reportage à la télévision. Oui. Bon, eh bien c'est ça un petit peu la question, et moi j'aimerais qu'il y ait un débat qui soit initié dans les médias aujourd'hui sur cette responsabilité-là de la diffusion de ce message qui n'est plus de l'information, mais qui est aussi de la propagande. Alors c'est là-dessus qu'on va se quitter, sur ce rôle que les médias ont à jouer, mais toute la société dans son ensemble doit offrir un contrepoids, je dirais, à cette espèce d'immense tentation qui guette plusieurs jeunes, et on peut pas malheureusement dire qui exactement est à risque, si on l'a bien compris grâce à vos propos. Merci beaucoup alors à tout le monde. Stéphane Berthommet, merci pour ce livre, La fabrique du djihad, radicalisation et terrorisme au Canada. Noémie Larouche, merci d'avoir produit ce dossier spécial de la revue Curium qui s'adresse aux jeunes, parce que c'est très important qu'ils aient cette information-là. Cécile Rousseau, pédopsychiatre à McGill, l'imam Omar Koné, merci de votre présence, ainsi que Haroum Boisi, qui est coprésident de Amal, Association des musulmans et des arabes pour la laïcité au Québec. Alors sur notre site, vous trouverez des liens pour trouver évidemment tous ces milieux dans lesquels nos invités œuvrent. Et puis on va se retrouver demain matin 9h avec une émission qui a une forme un peu plus typique. Mais merci à tous, merci autour de la table.